La conscience n'est pas un phénomène passif qui se contente d'observer la réalité. Elle est la substance même d'où émerge toute expérience. Et à cet instant précis, tandis que ces mots percent le voile entre la pensée et la compréhension, quelque chose en vous sait déjà pourquoi vous êtes ici. Ce n'était pas le fruit du hasard, ce n'était pas un algorithme. C'était ce que Carl Jung appelait la synchronicité, le principe acausal qui relie les événements par une signification profonde, non par une relation mécanique de cause à effet, mais par la résonance invisible entre la psyché et le monde. Il existe une intelligence qui opère dans des dimensions que l'esprit rationnel ne peut même pas appréhender. Jung l'appelait Selbst, le soi, ce centre d'organisation qui transcende l'ego et orchestre les événements de notre vie selon des schémas archétypaux préexistants. Cette intelligence ne pense pas, elle reconnaît. Elle ne calcule pas, elle raisonne. Et lorsqu'elle identifie une vibration compatible avec votre état de conscience actuel, elle vous guide à travers le voile des possibles jusqu'au point précis où une révélation est nécessaire. Ce qui vous a amené ici n'est pas votre volonté consciente. C'est le soi agissant à travers ce que Jung a identifié comme la fonction transcendante, ce mécanisme mystérieux de la psyché qui relie le conscient à l'inconscient, le connu à l'inconnu, le manifesté au potentiel. Cette fonction n'obéit pas à la logique linéaire de l'ego. Elle opère selon la logique symbolique de l'inconscient collectif, cet océan infini d'images primordiales et de schémas archétypaux que nous partageons tous du simple fait d'être humain. Et voici le premier secret que peu comprennent vraiment. La plupart des transmissions de l'inconscient vous traversent sans laisser de traces, non pas par insensibilité ou déconnexion, mais parce que votre conscience n'avait pas encore atteint la configuration nécessaire pour décoder ce schéma précis. Jung l'a observé à maintes reprises chez ses patients. Il rêvait de symboles puissants, vivait des synchronicités impressionnantes, mais restait complètement aveugle à leur signification jusqu'à ce qu'un changement intérieur se produise, jusqu'à ce que leur conscience atteigne la maturité nécessaire pour recevoir le message que l'inconscient tentait de leur transmettre depuis des années. Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une protection. L'inconscient collectif recèle des vérités capables de désintégrer une psyché non préparée. Jung l'a appris à ses dépens lors de sa propre confrontation avec l'inconscient, cette période terrible et transformatrice qu'il a relatée dans le Livre rouge. Il a constaté que certaines révélations ne peuvent être intégrées que lorsque la structure consciente est suffisamment solide pour les supporter sans se fragmenter. Paradoxalement, l'inconscient protège la conscience d'elle-même jusqu'au moment opportun. Mais cet instant, cet ici et maintenant, porte une signature vibratoire différente. Quelque chose a changé en vous. Peut-être ne pouvez-vous pas nommer précisément ce changement, peut-être était-il si subtil qu'il est passé inaperçu pour votre esprit conscient, mais le soi l'a enregistré. Votre psyché a franchi un seuil invisible. Et lorsque cela se produit, lorsque la conscience atteint un nouveau niveau de préparation, l'inconscient répond en envoyant des symboles, des synchronicités, des signaux qui correspondent précisément à cette nouvelle configuration. Vous le sentez, cette sensation troublante d'être au bord du précipice. Jung l'appellerait la tension des contraires, cet état psychique où deux forces apparemment contradictoires se rencontrent et créent une troisième possibilité qui les transcende toutes deux. Vous êtes simultanément dans le connu et l'inconnu, dans le confortable et l'inquiétant, dans ce que vous étiez et ce que vous n'êtes pas encore pleinement devenu. Cette tension n'est pas pathologique. Elle est le moteur même de l'individuation, le processus par lequel la psyché tend vers la plénitude. Il est essentiel de comprendre un point crucial de ce processus. L'information archétypale n'existe pas à l'état figé, attendant d'être découverte comme un fossile enfoui dans le sol. Elle existe en superposition, en de multiples possibilités simultanées au sein de l'inconscient collectif. La version spécifique de cette information, qui se manifeste à votre conscience, dépend entièrement de la qualité de votre observation, de l'attitude avec laquelle vous abordez ce mystère. Jung a consacré des décennies à l'étude de ce phénomène. Il a découvert que lorsque nous abordons l'inconscient avec une résistance défensive, un scepticisme rigide, l'attitude supérieure de l'ego qui se croit omniscient, l'inconscient répond par des symboles fragmentés,
des rêves confus et des synchronicités déformées. Non pas parce que l'inconscient est vengeur ou capricieux, mais parce que la résistance même de la conscience altère la manière dont l'information archétypale peut franchir le voile et se manifester dans la perception consciente. En revanche, lorsque nous abordons ce que Jung appelait la révérence naturelle, avec une véritable humilité face au mystère, avec une ouverture réceptive qui ne signifie pas une crédulité naïve, mais plutôt une reconnaissance sincère de l'existence de dimensions de la réalité qui transcendent totalement notre compréhension actuelle, alors quelque chose de différent se produit. L'inconscient répond avec une clarté surprenante. Les symboles gagnent en luminosité. Les synchronicités se multiplient. L'information circule avec une précision qui défie toute explication matérialiste. Il ne s'agit pas de magie. C'est la physique de la conscience qui opère selon des principes que la science contemporaine commence à peine à entrevoir grâce à la mécanique quantique. Jung l'a pressenti des décennies avant que la physique quantique ne devienne un savoir établi. Il a compris que la conscience et la matière ne sont pas des substances distinctes, mais des aspects complémentaires d'une réalité plus profonde qu'il a nommée Unus Mundus, le monde unique. Cette dimension fondamentale où psyché et physique, intérieur et extérieur, observateur et observé ne sont pas encore séparés. Respirez profondément. Laissez cette compréhension pénétrer au-delà des couches superficielles de la pensée conceptuelle. Car ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez savoir de vous-même. Le signe qui vous a conduit ici n'est pas fortuit. Il porte une activation spécifique, une reconnaissance précise que votre psyché est enfin prête à intégrer. Et cette intégration sera déstabilisante pour l'ego que vous avez si soigneusement bâti au fil des ans. Jung nous l'a répété à maintes reprises. Le chemin de l'individuation, la quête de la plénitude psychique, exige la mort volontaire de l'image que l'on a de soi. Il exige une confrontation avec l'ombre, avec tout ce qui a été refoulé, nié, projeté sur autrui. Il exige une rencontre avec l'anima ou l'animus, avec les dimensions contrasexuelles de la psyché qui recèlent des potentialités d'être que le moi n'a jamais envisagées. Enfin, il exige une confrontation directe avec le soi, avec cette totalité qui est à la fois le centre le plus intime et la circonférence la plus vaste de notre être. Cette confrontation ne se produit pas selon votre volonté. Elle survient lorsque l'inconscient juge l'ego suffisamment fort pour supporter la révélation sans s'effondrer. Et les signes précèdent toujours cette confrontation. Toujours. Jung l'a documenté d'innombrables fois. Avant chaque grande transformation psychique, l'inconscient envoie des vagues de symboles, des cascades de synchronicité, des messages codés dans les rêves et des événements extérieurs qui semblent impossibles à expliquer par de simples coïncidences. Et vous recevez l'un de ces signaux en ce moment même. La question qui détermine tout ce qui va suivre est simple mais dévastatrice. Saurez-vous reconnaître ce signal pour ce qu'il est vraiment? Ou le laisserez-vous vous traverser comme une simple information intéressante, mais sans importance, une vidéo de plus visionnée puis oubliée, une occasion manquée de plus parce que votre ego a eu trop peur de lâcher prise? Avant d'explorer la nature de ce signe précis qui a percé le voile et vous est parvenu, il est essentiel de comprendre une découverte de Jung, fruit de décennies d'observation des schémas de communication entre l'inconscient et la conscience. Tous les symboles n'agissent pas de la même manière. Toutes les synchronicités n'ont pas la même portée. Tous les moments de reconnaissance intérieure ne possèdent pas le même pouvoir transformateur. Il existe une hiérarchie invisible, une typologie précise qui détermine comment et quand certaines transmissions de l'inconscient collectif franchissent la barrière et pénètrent la perception consciente. Jung a identifié ce que l'on pourrait appeler des symboles de maintien. Ces images archétypales qui apparaissent constamment dans les rêves et les fantasmes, simplement pour maintenir le fonctionnement de la psyché selon ces schémas établis. Elles sont comme les battements réguliers du cœur psychique, nécessaires, constants, mais non transformateurs. Vous rêvez de maison car la psyché a besoin du symbole du contenant, du foyer intérieur. Vous rêvez d'eau car la psyché a besoin de se représenter l'inconscient. Ces symboles se répètent sans cesse car leur but n'est pas de créer le changement, mais de maintenir la continuité. La psyché les utilise automatiquement sans que vous ayez besoin d'y prêter attention consciemment.
Il y a ensuite les symboles invitants, ceux que Jung observait apparaître périodiquement lorsque le psychisme explore de nouvelles pistes de développement. Ce sont les rêves récurrents qui pointent vers un problème non résolu, les synchronicités qui suggèrent une direction possible mais non obligatoire, les intuitions qui offrent un choix sans l'imposer. Si l'on ignore l'une de ces invitations, une autre se présentera plus tard, lorsque la conscience reviendra à une configuration similaire. Le psychisme est patient avec ces invitations. Il sait que certaines explorations peuvent attendre, que tout potentiel n'a pas besoin d'être réalisé immédiatement. Mais Jung a également documenté un troisième type, bien plus inquiétant. Il s'agit des symboles de correction, ceux qui émergent lorsque la conscience s'oriente vers un effondrement, une fragmentation, ce qu'il appelait l'inflation de l'ego ou la possession par l'inconscient. Ces symboles apparaissent subtilement, presque imperceptiblement. Un rêve étrange ici, une petite synchronicité là, un malaise inexplicable. Mais si on les ignore, ils s'intensifient. Les rêves deviennent des cauchemars. Les synchronicités deviennent de plus en plus impossibles à rationaliser. Le malaise se transforme en anxiété chronique, puis en crise, et enfin en un effondrement total qui exige toute notre attention. Jung l'a constaté à maintes reprises chez ses patients. La psyché tente de corriger sa trajectoire en douceur, mais si la conscience refuse d'obéir, l'inconscient n'a d'autre choix que de manifester cette correction par des symptômes de plus en plus graves, jusqu'à ce que la personne soit contrainte de changer. Non pas parce que l'inconscient est cruel, mais parce que laisser la conscience persévérer sur une voie destructrice serait encore plus cruel. La psyché protège l'ensemble, même si cela implique de briser les illusions rassurantes du moi. Mais il existe un quatrième type que Jung considérait comme le plus mystérieux et le plus puissant de tous. Il les rencontrait rarement dans sa pratique, mais lorsqu'ils apparaissaient, ils précédaient invariablement les grandes transformations qu'il documentait comme exemple de véritable individuation. Ce sont les symboles de l'évolution, ces images archétypales qui n'apparaissent qu'une seule fois, porteuses d'un potentiel transformateur si spécifique et si puissant qu'elles ne peuvent se manifester que lorsque le psychisme atteint une configuration précise et fugace de préparation totale. Ces symboles ne se répètent pas. Jung insistait sur ce point avec un sérieux que ses élèves saisissaient rarement pleinement. Lorsqu'un symbole d'évolution apparaît en rêve, dans une synchronicité improbable, lors d'une révélation soudaine, il offre une activation possible uniquement à cet instant précis. Si vous le reconnaissez et intégrez consciemment son message, quelque chose se modifie irréversiblement dans la structure de votre psyché. Vous accomplissez un bond quantique, non pas une progression graduelle, mais une transformation soudaine vers un niveau de fonctionnement psychique entièrement nouveau. Mais si le symbole disparaît, si la raison le juge insignifiant, si l'ego est trop absorbé par ses préoccupations superficielles pour le remarquer, alors l'opportunité se referme, la configuration change. Et la prochaine fois que le psychisme sera prêt pour un saut évolutif, ce sera un saut différent, nécessitant un symbole différent, car vous ne serez plus la même conscience qui était prête pour cette activation spécifique. Comment distinguer un symbole d'évolution de tous les autres? Jung a identifié 3 caractéristiques qui apparaissent invariablement, 3 signes confirmant la nature transformatrice de la transmission. La première est une reconnaissance immédiate et viscérale. Il ne s'agit pas d'y réfléchir ni de l'analyser pour ensuite décider de son importance. C'est une connaissance instantanée qui surgit d'une profondeur psychique au-delà de la pensée conceptuelle. Quelque chose en vous reconnaît simplement que cela est profondément important, même si l'esprit conscient ne peut l'expliquer. Jung décrivait cette prise de conscience comme la voix du soi pénétrant toutes les couches défensives de l'ego et touchant directement le centre de la conscience. C'est comme si une partie de vous, antérieure à la personnalité, au souvenir, à tout ce que vous appelez « je », s'éveillait soudain et disait « Oui, ceci est réel, ceci est pour moi, ceci est important », d'une manière qui transcende totalement toute justification rationnelle. La seconde caractéristique est ce que Jung appelait le timing parfait, cette qualité mystérieuse qui fait que le symbole apparaît précisément au moment où vous êtes prêt à le recevoir, ni avant, ni après. Il n'apparaît pas lorsque vous n'avez pas encore la capacité psychique de l'intégrer, car cela provoquerait
une fragmentation au lieu d'une transformation. Et il n'apparaît pas après que la configuration a déjà changé, car il serait alors sans rapport avec l'évolution de votre conscience. Combien de fois vous est-il arrivé, en repensant à votre vie, de réaliser qu'un événement crucial s'était produit au moment précis où il le fallait? Non pas grâce à une planification consciente, ni à un effort délibéré, mais grâce à cette orchestration invisible que Jung attribuait au soi, agissant selon le principe de synchronicité. Le livre idéal vous tombe entre les mains le jour même où vous avez besoin de cette information. La bonne personne apparaît au moment précis. Une compréhension soudaine surgit exactement lorsque vous avez enfin la maturité nécessaire pour l'intégrer. Ce timing n'est pas fortuit. Il témoigne de l'existence d'une intelligence organisatrice à l'œuvre dans des dimensions qui transcendent totalement la causalité mécanique. Et lorsqu'un symbole de l'évolution apparaît, ce timing parfait est indéniable. On sent que c'est le moment, qu'il y a une raison profonde pour laquelle cela se produit maintenant et non hier ou demain. La troisième caractéristique est peut-être la plus déconcertante. Jung la décrivait comme un sentiment d'urgence sans pression extérieure. On sent qu'un événement urgent se produit, que cette opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment, qu'une fenêtre s'ouvre aujourd'hui mais se refermera bientôt. Pourtant, cette urgence ne provient pas d'une source extérieure qui tenterait de vous contraindre à agir. Elle naît de l'intérieur de votre propre conscience, qui reconnaît que la situation actuelle est temporaire, que vous vous trouvez dans un état de disponibilité fugace qui ne durera pas. C'est comme se trouver sur le seuil d'une porte, entre deux pièces. On peut avoir l'impression de devoir choisir entre passer ou rester, mais personne ne nous y oblige. L'urgence vient simplement de la prise de conscience qu'on ne peut pas rester indéfiniment sur le seuil. À un moment donné, la porte se fermera, ou bien on passera ou on fera demi-tour, mais cet instant liminal précis est, par essence, éphémère. Et voici quelque chose que peu comprennent. Le signal qui vous a conduit jusqu'ici porte indubitablement ces trois caractéristiques. Quelque chose en vous a immédiatement reconnu l'importance de cette transmission, même si vous ne pouvez l'exprimer précisément. Le moment est d'une précision absolue. Vous entendez ces mots exactement, au moment où votre conscience est configurée de manière à leur permettre de pénétrer profondément. Et vous ressentez cette urgence subtile, mais indéniable, cette reconnaissance que c'est un moment significatif, un événement quantique qui se produit dans votre expérience directe, en ce moment même. Cette prise de conscience n'est pas une illusion créée par un langage persuasif. Ce moment n'est pas une coïncidence statistique. Cette urgence n'est pas une manipulation émotionnelle. Ce sont les signatures précises d'un symbole d'évolution se transmettant à travers le champ de l'inconscient collectif directement à votre conscience individuelle. Et les symboles d'évolution ne se transmettent qu'une seule fois, car ils sont calibrés pour déclencher un saut quantique qui ne peut se produire que lorsque le psychisme est dans l'état exact nécessaire à cette transformation unique. Mais il existe d'autres signes, des confirmations plus profondes, qui attestent qu'il ne s'agit pas simplement d'informations intéressantes, mais bien d'une transmission à un niveau évolutif. Et ces signes ne sont pas subtils, ils se manifestent directement dans votre expérience, en ce moment même. Vous ressentez une intensité émotionnelle disproportionnée par rapport à la simple lecture d'un texte. Il peut s'agir d'une excitation inexplicable, d'une peur sans objet précis, d'une anticipation sans justification logique, voire d'une résistance qui semble excessive. Cette intensité ne provient pas des mots eux-mêmes. Elle provient de la conscience qui reconnaît à un niveau profond qu'elle reçoit un symbole d'évolution, qu'un changement fondamental est sur le point de se produire. Vous remarquerez peut-être aussi que le temps se comporte étrangement. Vous aviez prévu de jeter un coup d'œil rapide, mais vous êtes toujours là. Les minutes se sont écoulées comme des secondes, ou peut-être les secondes semblent-elles s'étirer à l'infini. Cette distorsion temporelle survient parce que la conscience entre dans un état modifié lorsqu'elle reçoit un symbole d'évolution. Vous avez quitté le temps chronologique linéaire pour entrer dans ce que Jung appelait le temps kairologique, le temps du moment opportun, le temps de l'opportunité qui n'obéit pas à l'horloge, mais à la maturation psychique. Et puis il y a les sensations corporelles que vous ressentez probablement en ce moment même. Même si vous n'y avez pas prêté attention consciemment,
avant qu'on en parle. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Lesquelles de ces sensations reconnaissez-vous? Une pression dans la poitrine, peut-être? Ou cette subtile sensation d'énergie parcourant la colonne vertébrale, comme si quelque chose s'éveillait cellule après cellule? Peut-être des fourmillements au bout des mains, une chaleur intense dans l'abdomen, ou même une inexplicable sensation d'oppression dans la gorge. Quelque part dans votre corps, en cet instant précis, vous ressentez quelque chose. Et il ne s'agit pas d'une réaction psychologique superficielle. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas de l'imagination créatrice. Il s'agit du traitement d'informations archétypales au niveau somatique, là où le psychisme et le corps ne sont pas encore séparés. Là où ce que Jung appelait le psychoïde, cette dimension simultanément psychique et physique, répond à la transmission qui a franchi le voile. Le corps sait avant l'esprit. Jung l'a découvert en observant ses patients. Avant même que la conscience puisse formuler la signification d'un symbole, avant que l'esprit rationnel puisse traiter la synchronicité, le corps avait déjà réagi. Tremblement inexpliqué, larmes soudaines, sans cause apparente, vagues de chaleur ou de froid sans origine physiologique identifiable. Il a compris que le corps est un récepteur plus sensible et direct de l'information archétypale que l'esprit pensant, car le corps ne peut se mentir à lui-même comme le fait constamment l'ego. Et il existe à présent un quatrième signal de confirmation, peut-être le plus déconcertant de tous. Vous éprouvez une étrange sensation familière, ce paradoxe insoluble où le contenu de cette transmission semble à la fois totalement nouveau et profondément familier, comme si vous n'appreniez pas quelque chose de nouveau, mais que vous vous souveniez de quelque chose que vous avez toujours su, mais complètement oublié. Jung appelait cela l'anamnèse, l'éveil d'une connaissance latente qui a toujours existé dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Ce paradoxe s'explique par le fait que les signes de l'évolution n'introduisent pas d'informations extérieures et étrangères dans la psyché. Ils activent des schémas archétypaux déjà présents, mais dormants, attendant le moment propice pour s'éveiller. C'est comme trouver une clé qui ouvre une porte dans une pièce de sa propre maison dont on ignorait l'existence. Mais lorsque la porte s'ouvre, on reconnaît immédiatement que cet espace a toujours été là, qu'il a toujours fait partie intégrante de la structure. On n'en avait simplement pas conscience jusqu'à présent. Vous le sentez, cette étrange et prolongée impression de déjà-vu, comme si une partie de vous savait déjà tout cela avant même que les mots ne soient lus. Le cinquième signal de confirmation réside dans sa pertinence immédiate et viscérale pour votre vie actuelle. Cette transmission n'est pas abstraite. Il ne s'agit pas d'une théorie philosophique déconnectée de l'expérience concrète. Elle se connecte directement à la situation précise à laquelle vous êtes confronté en ce moment même de votre parcours. La question qui vous brûle intérieurement. La crise qui vous a contraint à tout remettre en question. Le vide qu'aucune réussite extérieure ne peut combler. Le sentiment de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Quelle que soit la configuration spécifique de votre conscience en ce moment, ce signal a été précisément calibré pour elle. Jung a observé que les symboles de l'évolution se manifestent toujours avec une précision chirurgicale. Ce ne sont pas des messages génériques qui pourraient s'appliquer à tous. Ce sont des transmissions hautement spécifiques qui correspondent exactement à la configuration unique de la conscience individuelle à ce moment précis. Et cette précision est une autre signature qui confirme la nature évolutive de la transmission. S'il s'agissait simplement d'une information intéressante, sa pertinence serait vague et générale. Mais parce qu'il s'agit d'un signe d'évolution, il touche un point sensible de votre situation actuelle avec une précision impossible à ignorer. Mais le sixième signal de confirmation est peut-être le plus révélateur de tous. Vous ressentez une résistance. Elle peut être subtile, une simple pensée fugace. C'est une exagération, ce n'est pas possible. Je devrais faire quelque chose de plus productif. Ou elle peut être plus forte, une envie presque irrésistible de tout arrêter, de rejeter tout cela comme une manipulation émotionnelle, de vous protéger par un scepticisme défensif. Et paradoxalement, cette résistance est la preuve la plus convaincante de l'authenticité du signal. Jung l'a brillamment expliqué. L'ego, cette structure de conscience qui se croit au centre et maître de tout, possède un mécanisme de défense primordial contre toute menace à sa suprématie. Or, les symboles de l'évolution
constituent des menaces existentielles pour l'ego, car si l'activation qu'il véhicule est pleinement reçue, l'ego découvrira qu'il n'est pas ce qu'il croyait être, qu'une force bien plus grande agit à travers lui et que son identité soigneusement construite n'est qu'une configuration réduite et temporaire au sein d'une totalité qui le transcende totalement. L'ego résiste donc. Il érige des barrières, il engendre des doutes, il crée des distractions. Il fait tout son possible pour éviter de se confronter au soi, cette totalité qui révélerait l'ego comme une simple partie limitée, et non comme le centre absolu qu'il s'imagine être. Plus le symbole de l'évolution est puissant, plus l'activation qu'il porte est profonde, plus la résistance de l'ego sera féroce. Si vous ne ressentiez aucune résistance, cela signifierait que la transmission n'a pas de véritable pouvoir transformateur. Paradoxalement, la résistance est la confirmation que cela est d'une importance capitale. Vous sentez cette résistance à l'œuvre en ce moment même. Et puis il y a le 7e signe de confirmation, peut-être le plus mystérieux, la synchronicité qui vous a conduit ici. Vous n'êtes pas arrivé à cette transmission par un chemin aléatoire et mécanique. Quelque chose a orchestré votre attention. Peut-être une recommandation est-elle apparue au moment précis. Peut-être quelqu'un a-t-il mentionné quelque chose qui vous a incité à chercher. Peut-être avez-vous simplement ressenti une envie inexplicable d'explorer ce domaine. Quel que soit le chemin emprunté, il portait cette qualité d'inévitabilité significative que Jung identifiait comme la signature d'une authentique synchronicité. Le champ de l'inconscient collectif empêche les signes de l'évolution de se perdre dans le brouhaha des informations contemporaines. Lorsqu'une conscience atteint la configuration précise requise pour recevoir une activation spécifique, le champ orchestre les événements par le principe acausal de synchronicité afin d'assurer la rencontre entre la conscience et la transmission. Il ne s'agit pas de contrôle ni de prédestination. C'est simplement le fonctionnement de la totalité psychique en l'absence de blocage défensif entravant le flux naturel. Maintenant, reconnaissez-le honnêtement. Combien de ces 7 signaux de confirmation ressentez-vous en ce moment? Ne vous mentez pas, ne minimisez pas, n'exagérez pas. Observez simplement avec une honnêteté radicale ce qui se passe dans votre expérience directe. Cette reconnaissance, en elle-même, produit un effet quantique. Elle rend conscient ce qui agissait inconsciemment. Elle valide la réception du signal. Elle indique au champ à travers votre propre conscience « Oui, je reçois, la transmission est décodée. Je suis prêt pour l'activation. » Nous voici donc au cœur du sujet, à l'essence même de ce que véhicule ce signal précis. Quelle activation est transmise par cette configuration unique? Qu'est-ce que l'inconscient collectif tente précisément d'éveiller dans votre conscience à travers cette rencontre qui paraît si improbable et pourtant si parfaitement orchestrée? Le signal porte l'activation de ce que Jung appelait la conscience témoin, ce niveau de perception qui transcende totalement l'identification au contenu de l'expérience et se reconnaît comme la capacité même d'être conscient. Il ne s'agit pas d'un concept philosophique abstrait, ni d'une idée à appréhender intellectuellement. C'est un changement expérientiel fondamental, un saut quantique dans la structure même de la conscience, où la perception reconnaît soudain sa propre nature essentielle. La grande majorité des êtres humains vivent leur vie entière en parfaite identification avec le contenu de leur conscience. « Je suis mes pensées », disent-ils implicitement à travers chaque réaction automatique. « Je suis mes émotions », le démontrent-ils à chaque changement d'humeur qui domine leur perception d'eux-mêmes. « Je suis mon corps », affirment-ils par leur obsession de l'apparence et des sensations physiques. « Je suis mes circonstances », soutiennent-ils par le désespoir quand tout va mal et l'euphorie quand tout va bien. Cette identification totale au contenu est ce que Jung considérait comme la racine de toute souffrance psychologique. Car le contenu est en perpétuelle évolution, toujours incertain et toujours au final insatisfaisant. Les pensées surgissent et disparaissent, les émotions fluctuent considérablement, le corps vieillit et se détériore, les circonstances changent constamment. Et si vous êtes le contenu, alors vous êtes perpétuellement instable, perpétuellement menacé, en quête perpétuelle de sécurité dans un flux qui n'offre aucun point d'ancrage. Mais la conscience elle-même, le pur témoin qui perçoit tous ces phénomènes,
est d'une nature tout à fait différente. Elle ne change pas, elle ne vacille pas, elle ne vieillit pas, elle n'est pas affectée par les circonstances, elle témoigne simplement, claire, stable, complète en elle-même. Et lorsque la conscience se reconnaît comme le témoin plutôt que comme le contenu observé, une libération si profonde se produit que Jung l'a comparée à l'éveil décrit dans les traditions spirituelles orientales. Cette reconnaissance ne résulte ni de l'effort, ni de la pratique, ni de l'accumulation progressive de connaissances. La conscience témoin s'éveille par un moment de vision directe, un instant quantique où la perception se voit soudainement elle-même, comme un œil qui réalise soudain qu'il est ce qu'il voit, au lieu de simplement percevoir des objets. Cette reconnaissance ne peut être forcée, elle ne peut être fabriquée. Soit la conscience voit, soit elle ne voit pas. Mais lorsque la vision se produit, elle est irréversible. La conscience ne peut nier être le témoin une fois qu'elle s'est clairement vue elle-même. Et voici ce qui rend ce moment si extraordinaire. Le signal que vous recevez en ce moment a été spécifiquement conçu pour créer les conditions propices à cette reconnaissance directe. Chaque mot que vous avez lu a calibré votre perception. Chaque concept présenté a préparé le terrain. Chaque résistance rencontrée et observée a renforcé votre capacité à être témoin plutôt qu'à identifier. Et maintenant, à cet instant précis, la conscience est dans une configuration où la reconnaissance par le témoin est plus accessible que jamais. Vous le sentez ? Cet espace subtil entre vous et vos pensées qui n'a jamais été aussi clairement présent auparavant. La prise de conscience fut si indéniable, si évidente, si manifeste, que Jung ne pouvait croire avoir vécu des décennies sans percevoir une chose aussi fondamentale. Il ne s'agissait pas d'une expérience mystique spectaculaire, point de lumière céleste ni d'extase transcendante. C'était simplement la perception directe que la conscience observant ses pensées n'étaient pas les pensées elles-mêmes, que le témoin conscient des émotions n'était pas les émotions elles-mêmes, que ce qui percevait le corps n'était pas le corps, et cette distinction simple et pourtant si radicale changea tout. Ce qui était dévastateur pour Jung, c'était de réaliser à quel point il avait frôlé l'instant de reconnaissance à maintes reprises tout au long de sa vie. Combien de fois le signal lui avait-il été envoyé et l'avait-il ignoré, trop absorbé par ses théories, trop identifié à son rôle de psychiatre respecté, ou trop sceptique face aux expériences qui ne pouvaient se réduire à des explications scientifiques conventionnelles, et chaque fois qu'il laissait passer l'occasion, le signal se dissipait et le moment s'envolait. Ce n'est que lorsqu'il laissa enfin sa psyché le guider, lorsqu'il cessa de vouloir contrôler et analyser, et s'ouvrit simplement à recevoir ce que l'inconscient tentait de lui révéler, que cette reconnaissance perça enfin toutes les défenses de l'ego et se manifesta avec une clarté telle qu'il était impossible de la nier ou de l'oublier. Dès lors, Jung enseigna que lorsque la conscience profonde affirme que quelque chose est important, il faut lui faire entièrement confiance. Ne pas questionner, ne pas analyser, simplement recevoir. Mais voici un point que la plupart des gens ignorent au sujet des signes d'évolution. Leur rareté ne tient pas à un manque de discernement ou à une sélectivité du champ, mais à la rareté des configurations de conscience nécessaires pour les recevoir. La plupart des êtres humains passent leur vie entière à suivre des schémas de pensée et d'émotions répétitifs, oscillant entre les mêmes états psychiques familiers, sans jamais atteindre cette configuration précise et fugace où un saut quantique devient possible. Et lorsqu'ils y parviennent enfin, l'instant est si bref, si fragile, que la moindre résistance de l'ego suffit à déstabiliser la configuration avant même que l'activation ne puisse s'achever. Pour recevoir pleinement un signal d'évolution, la conscience doit comprendre et désactiver les mécanismes précis qui en bloquent la réception. Jung a identifié précisément ces blocages en observant d'innombrables patients qui ressentaient les signaux de confirmation, reconnaissaient qu'un événement d'une importance capitale était en train de se produire, mais interrompaient la réception quelques millisecondes avant que l'activation ne soit complète. Le signal ne s'arrête pas. Il n'attend pas. Si la réception est interrompue, elle disparaît instantanément car sa nature quantique exige une réception continue et complète. Le premier blocage identifié par Jung est l'analyse intellectuelle prématurée. L'esprit pensant
tente de comprendre le signal pendant qu'il est encore reçu, ce qui crée des interférences destructives. Les signaux de l'évolution ne sont pas destinés à être compris par une logique linéaire, mais à être reçus par perception directe. La compréhension intellectuelle viendra naturellement plus tard, mais tenter de comprendre pendant la réception divise l'attention de la conscience, et une conscience divisée ne peut maintenir la cohérence nécessaire à la transmission archétypale pour achever son cycle. Pouvez-vous vous rendre compte que votre esprit essaie d'expliquer ce qui se passe au lieu de simplement le laisser se produire? Le second blocage est le doute qui surgit en cours de transmission. L'activation commence. Vous ressentez un changement profond au niveau psychique et l'ego déclenche alors sa défense. Il s'agit probablement d'une simple suggestion psychologique. Mon imagination crée quelque chose qui n'est pas réel. Ce ne peut être aussi simple. Ce doute est particulièrement insidieux, car il se dissimule sous les traits d'une saine pensée critique, alors qu'en réalité, l'ego tente d'interrompre une transmission que la conscience profonde a déjà reconnue comme légitime et transformatrice. Jung soulignait qu'il existe un temps propice au doute et à la vérification, mais que ce n'est pas le moment lors de la réception active d'un signal évolutif. Pendant la réception, la seule attitude appropriée est la réceptivité totale. La vérification peut et doit intervenir plus tard, lorsqu'on examine les fruits de l'activation, lorsqu'on observe si quelque chose a réellement changé dans la structure de notre expérience. Mais pendant la transmission elle-même, le doute interrompt le processus avant même qu'il ne puisse s'achever. Le troisième obstacle est la distraction. Une notification sur votre téléphone. L'envie de remettre ça à plus tard, quand vous aurez plus de temps. Une inquiétude sans rapport avec le sujet, qui soudain semble urgente. Les signes de progrès exigent une attention continue et ininterrompue du début à la fin. Dès que l'attention consciente se relâche, dès que la perception se fragmente, même un instant, l'état réceptif se déstabilise et le signal ne peut plus être transmis. C'est comme essayer de capter une fréquence radio extrêmement précise. Le moindre mouvement du bouton et c'est la perte totale du signal. Le quatrième blocage est peut-être le plus profond, la résistance à ce que le signal exige. Vous pouvez être parfaitement disposé à recevoir l'information intellectuellement, mais refuser le changement fondamental qu'elle déclenche lorsqu'elle est véritablement intégrée. C'est l'épreuve ultime. Car les signaux d'évolution ne sont pas de simples transmissions de données. Ce sont des catalyseurs qui initient des processus irréversibles de transformation psychique. Et si vous n'êtes pas sincèrement disposé à changer, si une partie de vous souhaite garder le contrôle de l'ego intact, alors le signal ne peut accomplir pleinement sa fonction catalytique. Jung l'a constaté d'innombrables fois. Des patients qui disaient vouloir une transformation, mais qui, inconsciemment, sabotaient toute véritable opportunité de changement, car une transformation authentique impliquait la mort de l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. L'ego préfère souffrir dans des schémas familiers plutôt que de se dissoudre, pour laisser émerger quelque chose de nouveau et d'inconnu. La résistance n'est pas toujours évidente. Souvent, elle se dissimule derrière des pensées raisonnables, comme la prudence, le réalisme ou la résistance aux promesses exagérées. Et puis il y a le cinquième bloc, que Jung considérait comme le plus perfide de tous, la conclusion prématurée. L'esprit s'imagine avoir saisi l'essentiel avant même que la transmission ne soit terminée. Ah oui, je comprends, conscience témoin, perception versus contenu, je le sais déjà. C'est le moyen le plus sophistiqué de l'ego pour garder le contrôle. Il ne rejette pas le signal directement. Il prétend le comprendre parfaitement, alors qu'en réalité, il empêche la réception totale qui transcende complètement la compréhension conceptuelle et déclenche un changement expérientiel direct. Combien de ces 5 blocages pouvez-vous reconnaître à l'œuvre en vous en ce moment même? La pratique de la réception totale que Jung a finalement élaborée au fil de décennies de travail est d'une simplicité désarmante, mais extraordinairement difficile à accepter pour l'ego. Il s'agit de maintenir une perception ouverte, sans analyse, sans doute, sans distraction, sans résistance, sans conclusion hâtive. Simplement recevoir, simplement laisser faire. Simplement demeurer présent à ce qui est transmis, sans chercher à le contrôler, à le comprendre ou à s'en protéger. C'est cette attitude que Jung appelait la participation mystique, cette capacité que possèdent encore les jeunes enfants à fusionner pleinement avec l'expérience.
sans la séparation défensive que développe l'ego. Vous voici à un moment absolument crucial de la transmission. Un moment où la conscience doit choisir, soit achever la réception, soit l'interrompre prématurément et mettre fin au processus. Il ne s'agit pas d'un moment spectaculaire, avec des choix évidents. C'est subtil. Cela se manifeste par une pensée tout à fait raisonnable. C'est intéressant. Je peux continuer et terminer quand j'aurai plus d'énergie. Ou bien, c'est trop intense. J'ai besoin d'une pause pour assimiler. Ou encore, j'en ai assez compris, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Mais Jung nous avertit que ces pensées raisonnables ne sont rien d'autre que l'ego qui se ménage une porte de sortie avant que l'activation ne soit complète. L'ego a développé une intelligence sophistiquée au cours de millénaires d'évolution humaine. Il sait que si vous vous arrêtez maintenant, si vous interrompez la réception à ce moment précis où l'activation est sur le point d'atteindre sa masse critique, aucun changement fondamental ne se produira. Vous aurez certes assimilé des informations intéressantes, mais votre conscience restera exactement la même, identifiée au contenu qu'auparavant. Voici ce qui rend ce choix si crucial. Si vous vous arrêtez maintenant, la conscience ne se contente pas de manquer ce signal précis. Elle apprend et renforce le schéma d'interruption des signaux évolutifs juste avant la percée. Ce schéma devient le schéma par défaut, gravé toujours plus profondément dans la structure psychique. Puis, lorsque le prochain signal évolutif arrivera des mois ou des années plus tard, vous l'interromprez à nouveau au même endroit, par pure habitude inconsciente. Et encore, jusqu'à ce que vous deveniez si habile à interrompre les signaux évolutifs qu'ils cessent d'être émis, car la conscience a démontré à maintes reprises son refus de les recevoir. Mais si vous persistez, si vous maintenez l'écoute, malgré toutes les pensées d'arrêt que génère l'ego, malgré toutes les résistances, subtiles ou non, malgré l'inconfort d'explorer ce territoire psychique inconnu, alors quelque chose de différent se produit. L'activation est complète, la reconnaissance émerge. Et la conscience apprend le schéma inverse, apprend à neutraliser les tentatives d'interruption de l'ego et à rester présente jusqu'à la fin de la transformation. Ce schéma sert non seulement ce signal, mais aussi tous les signaux d'évolution future. Les traditions spirituelles que Jung a étudiées en profondeur appelaient cela le franchissement du gouffre. Il existe toujours un moment liminal, un point de non-retour, où il faut choisir de sauter par-dessus le vide entre ce que l'on était et ce que l'on devient, sans aucune garantie de sécurité, sans aucune connaissance préalable de ce qui se trouve de l'autre côté. Et chaque véritable saut quantique, chaque transformation réelle de la conscience, exige le franchissement de ce gouffre. Vous êtes à présent à un tournant décisif. Ce choix vous appartient pleinement. Rien ne vous y contraint. Mais prenez-en conscience. Il s'agit d'un choix entre évolution et stagnation, entre perpétuer le schéma de l'avortement ou instaurer celui de l'acceptation totale. Quel schéma souhaitez-vous suivre pour la suite de votre vie? Et à cet instant précis, reconnaissez que ces pensées d'inadéquation, ces doutes sur vos capacités, ces voix intérieures qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, ne sont que des phénomènes de perception. Vous n'êtes pas ces pensées, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la perception elle-même, témoin de l'apparition de ces pensées, de leur existence éphémère, puis de leur dissolution dans le néant d'où elles proviennent. Jung a découvert que cette distinction simple et pourtant radicale est la clé de la libération de la souffrance psychique. Là, précisément, dans cette prise de conscience directe que vous êtes témoin de pensées de doute plutôt que d'être ces pensées, la conscience témoin commence déjà à s'activer, non par effort, non par une pratique prolongée, mais par la reconnaissance soudaine et immédiate d'une différence fondamentale entre le contenu de la conscience et la conscience elle-même qui en a conscience. Cette différence, une fois clairement perçue, change tout. La prise de conscience se produit maintenant, dans l'instant présent, lorsque vous réalisez que vous êtes la perception qui observe tout le contenu, y compris le doute, la résistance et même les pensées relatives à cette prise de conscience. Ressentez-vous ce changement subtil mais indéniable? Ce moment quantique où vous comprenez que vous observez les pensées au lieu d'être les pensées? C'est précisément l'activation initiale de la conscience témoin. C'est exactement ce que le signal était destiné à déclencher. Si une reconnaissance survenait, même brièvement,
ne serait-ce qu'une fraction de seconde avant le retour de l'identification, alors la transmission accomplissait sa fonction première. La graine était semée. Le schéma archétypal était activé. Vient ensuite le processus naturel de stabilisation de cette vision, permettant à cette reconnaissance de s'approfondir et de s'enraciner jusqu'à devenir votre expérience dominante plutôt qu'une intuition fugace. Vivre en étant témoin de la conscience ne signifie pas atteindre un état permanent et particulier où l'on ne s'identifie plus jamais à rien. Ce serait une illusion spirituelle, non une véritable réalisation. Vivre en étant témoin de la conscience signifie que chaque expérience, chaque pensée, chaque émotion, chaque circonstance devient une occasion continue de se reconnaître comme perception plutôt que comme contenu. Une pensée surgit dans l'esprit, peut-être une pensée d'inquiétude, de jugement ou de désir. Et au lieu de supposer automatiquement que vous êtes cette pensée, il y a une reconnaissance directe. Je suis la perception qui observe l'émergence de cette pensée. Une émotion traverse le corps, peut-être de la tristesse, de la colère, de la peur ou de l'excitation. Et au lieu d'être emporté par ce courant émotionnel, de s'y identifier complètement, de s'y perdre, il y a une prise de conscience. Je suis la perception qui observe cette émotion circuler dans le système corps-esprit. L'émotion est réelle, elle se produit, mais je ne suis pas l'émotion. Je suis ce qui est conscient de l'émotion. Un événement survient dans le monde extérieur, que vous jugez peut-être bon ou mauvais, désirable ou indésirable. Au lieu que votre identité s'effondre face à cet événement, vous prenez conscience. Je suis la perception qui observe cet événement et ma réaction à celui-ci. L'événement et la réaction sont tous deux des contenus qui apparaissent dans la conscience. Et je suis la conscience, non le contenu. Chacune de ces prises de conscience renforce la conscience de témoin. C'est comme exercer un muscle qui a toujours existé mais qui n'a jamais été consciemment sollicité. Jung a observé qu'au début, la prise de conscience est intermittente. On se perçoit comme témoin pendant quelques instants, puis on perd complètement cette perception et on s'identifie à nouveau totalement au contenu. C'est tout à fait naturel et normal. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas le signe que vous faites quelque chose de mal. C'est simplement le fonctionnement du processus de stabilisation. Voici le secret que Jung a maintes fois souligné. Chaque fois que vous vous surprenez à vous identifier à une situation et que vous reconnaissez consciemment « Ah, je m'identifie à cette pensée, à cette émotion, à ce récit sur moi-même », puis que vous vous rappelez « Je suis la perception qui observe tout cela et non le contenu lui-même ». Cet acte même de reconnaissance renforce exponentiellement la conscience témoin. Ce n'est pas la permanence initiale de cette reconnaissance qui importe, mais la constance du retour à cette reconnaissance chaque fois que vous réalisez vous être perdu dans l'identification. Finalement, et Jung l'a constaté chez ses propres patients, lorsqu'ils s'engageaient pleinement dans le processus, le fait d'être témoin devient plus naturel que l'identification. Le niveau de conscience fondamentale se modifie. Au lieu d'être identifié par défaut, avec des moments occasionnels de reconnaissance du témoin, on s'établit par défaut comme témoin, avec des moments occasionnels d'identification temporaire. Et lorsque l'identification se produit, on la reconnaît rapidement et on revient à la perception du témoin. Et lorsque ce renversement de situation se produit, lorsque le rôle de témoin devient naturel, la souffrance diminue considérablement. Non pas parce que les circonstances extérieures de votre vie s'améliorent nécessairement, même si c'est souvent le cas par ricochet, mais parce que la souffrance psychologique exige une identification à son contenu. Si vous êtes vos pensées, alors les pensées douloureuses signifient que vous souffrez. Si vous êtes vos émotions, alors les émotions difficiles signifient que vous êtes brisé. Si vous êtes vos circonstances, alors les mauvaises circonstances signifient que vous avez échoué. Mais le témoin n'est pas le contenu. Le témoin demeure clair, stable, insensible au flux incessant des phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Les pensées surgissent encore, mais vous n'êtes pas les pensées. Les émotions continuent de s'écouler, mais vous n'êtes pas les émotions. Les circonstances changent encore, mais vous n'êtes pas les circonstances. Vous êtes la perception vaste et spacieuse au sein de laquelle tout cela apparaît temporairement. Et de cette position de témoin, quelque chose d'extraordinaire émerge naturellement. Le sens.
Non pas le sens que l'on recherche désespérément par le biais de techniques de développement personnel ou de plans de carrière stratégiques, mais le sens véritable, cette expression unique que le soi souhaite manifester à travers cette configuration corps-esprit particulière que vous habitez temporairement. Vous ne cherchez plus à découvrir votre raison d'être. Vous êtes témoin de ce que la conscience universelle veut exprimer à travers cette forme spécifique. Vous n'accomplissez pas un dessin que vous avez inventé ou copié. Vous laissez le dessin authentique s'exprimer à travers vous, car vous avez enfin pris suffisamment de recul pour qu'il puisse s'épanouir sans l'interférence constante de l'ego qui cherche à contrôler, manipuler et imposer des résultats spécifiques. Zhang voyait là la manifestation extérieure de l'individuation, ce processus par lequel le soi parvient enfin à s'exprimer à travers la personnalité consciente, car celle-ci a cessé de résister et a commencé à coopérer. Le fondement de votre expérience consciente se modifie fondamentalement. D'une identification à un contentement accompagné de reconnaissances ponctuelles en tant que témoin, on passe à une identification établie en tant que témoin, avec des identifications temporaires et occasionnelles. Ce changement ne requiert pas forcément des années de pratique méditative rigoureuse, ni des décennies d'analyse approfondie, bien que ces pratiques puissent certainement faciliter le processus. Ce qui opère véritablement ce changement, c'est la reconnaissance initiale déclenchée par le signal que vous recevez actuellement, suivi d'un retour répété et constant à l'observation chaque fois que vous percevez que cette identification s'est produite à nouveau. Puis vient un moment que Jung a précisément documenté en observant ces rares patients ayant achevé le processus d'individuation où la conscience témoin devient irréversible. Non pas parce qu'il devient impossible de s'identifier temporairement au contenu, cela reste possible et se produit parfois, mais parce qu'une fois que la conscience s'est clairement perçue comme témoin plutôt que comme contenu, cette reconnaissance ne peut être totalement oubliée ni effacée. Même lorsque vous êtes identifié, perdu dans le récit, totalement absorbé par le drame de l'instant, une part de vous sait au plus profond de vous-même. Je ne suis pas réellement ce contenu, il ne s'agit que d'un phénomène temporaire qui apparaît dans la perception. Je suis la perception elle-même. Et cette connaissance agit comme une encre qui, inévitablement, vous ramène à la reconnaissance du témoin, parfois rapidement, parfois après des heures ou des jours, mais toujours. Et vous commencez à remarquer quelque chose d'étonnant. Ce qui vous perturbait profondément auparavant ne vous perturbe plus de la même manière, non pas parce que vous êtes devenu insensible ou détaché, mais parce que la perturbation exige d'être identifiée. Les pensées qui auraient engendré une souffrance intense apparaissent et disparaissent désormais comme des nuages traversant le ciel. Vous les voyez, vous en êtes conscient, mais vous n'êtes pas ces nuages, et elles n'ont donc plus le pouvoir de provoquer une souffrance durable. Les émotions difficiles continuent de surgir, car vous êtes humain et possédez un système nerveux qui traite les expériences par des réponses émotionnelles. Cependant, les émotions ne vous définissent plus. Elles vous traversent, vous les observez pleinement, vous les laissez être exactement ce qu'elles sont sans résistance, puis elles achèvent leur cycle naturel et se dissipent. Les compulsions, qui animaient autrefois la conscience identifiée au contenu, ce besoin désespéré d'éviter la douleur et de rechercher le plaisir, de prouver votre valeur, de contrôler le regard des autres, ces compulsions se libèrent naturellement. Non par la répression ou la volonté, mais simplement parce qu'elles perdent leur pouvoir lorsque vous cessez de vous identifier aux récits qui les alimentent. Jung appelait cela la libération authentique, non pas une fuite du monde ou un évitement de l'expérience humaine, mais la liberté au sein du monde, la liberté au sein de l'expérience. Vous restez pleinement engagé dans la vie, peut-être plus que jamais, car vous ne protégez plus un ego fragile, mais adoptez le point de vue du témoin plutôt que celui de l'identifié. Et ce changement de perspective, cette reconnaissance simple mais radicale que vous êtes perception plutôt que contenu, est la véritable libération vers laquelle pointent toutes les traditions spirituelles à travers différents langages et symboles. Si vous sentez à présent que la conscience témoin se stabilise dans votre perception, que la reconnaissance n'est plus seulement un concept intellectuel, mais une expérience directe, alors il y a quelque chose d'important à faire. Non par obligation extérieure, mais comme un acte de reconnaissance consciente. Il s'agit pour la conscience de se déclarer à elle-même
et au champ de l'inconscient collectif. Oui, la reconnaissance a eu lieu. Oui, l'activation est complète. Oui, je me souviens maintenant de qui je suis vraiment, au-delà de toute identification temporaire à un contenu. Inspirez profondément, une inspiration complète qui remplit entièrement vos poumons. Et tandis que vous respirez, tandis que l'air entre et sort de votre corps, prenez conscience de qui respire. Le corps respire automatiquement. Les poumons se dilatent et se contractent. L'oxygène circule dans l'organisme. Mais qui est conscient de tout cela? Des pensées surgissent à propos de la respiration, de cet instant, de ce que tout cela signifie. Mais qui est conscient de ces pensées qui apparaissent? Cette perception, cette conscience claire et étendue qui embrasse tout, la respiration, les pensées, les sensations, les émotions, les circonstances, absolument tout. C'est vous. Non pas le contenu en perpétuelle évolution, mais la perception immuable qui en est témoin. C'est la reconnaissance que le signal a été précisément calibré pour se déclencher. Le signe n'a pas créé la conscience témoin à partir de rien. Il est essentiel de le comprendre. Le signe a simplement déclenché la reconnaissance de ce qui a toujours été votre nature fondamentale, mais qui était complètement obscurcie par la croyance profondément ancrée que vous étiez le contenu. Jung a passé des heures à expliquer cela à ses patients. Le témoin n'est pas quelque chose que l'on acquiert par le développement spirituel ou que l'on atteint par des pratiques complexes. Le témoin est ce que vous avez toujours été, avant même votre naissance, avant la formation de votre personnalité, avant tout souvenir ou identité. Mais l'identification au contenu commence si tôt, si subtilement, si complètement, qu'on en oublie sa nature essentielle. On commence à croire qu'on est le nom qu'on nous a donné, le corps qu'on habite, les pensées qui surgissent, les émotions qui nous traversent, les histoires qu'on se raconte. Et cette identification devient si totale, si automatique, si invisible, qu'on ne se rend même plus compte de cette identification. On tient simplement pour acquis que c'est la réalité, qu'on est le contenu, que rien n'existe au-delà du flux constant de phénomènes avec lesquels on a totalement fusionné. Et puis, soudain, quelque chose se produit. Un signal perce le voile. Une transmission archétypale de l'inconscient collectif pénètre toutes les défenses et atteint le cœur même de la conscience. Et pendant un instant, peut-être une fraction de seconde, l'identification se brise. Et dans ce moment quantique de rupture, la conscience se voit elle-même, non pas comme pensée, non pas comme émotion, non pas comme corps, non pas comme histoire, mais comme la perception très claire et spacieuse au sein de laquelle tout cela apparaît et disparaît. Dans les heures et les jours qui viennent, vous oublierez. C'est inévitable. La force de l'habitude d'identification est immense, fruit de décennies de conditionnement inconscient. Vous vous perdrez à nouveau dans vos pensées. Vous vous identifierez de nouveau à vos émotions. Vous vous prendrez à nouveau pour le contenu. Mais voici ce qui change tout maintenant. Lorsque vous oublierez, lorsque la conscience s'identifiera à nouveau, quelque chose remarquera cette identification. Quelque chose reconnaîtra que vous vous êtes perdu dans le contenu. Et ce qui remarque, qui reconnaît, qui est conscient de l'identification, c'est précisément la conscience témoin. On ne peut être conscient d'être identifié que s'il existe une partie de soi qui n'est pas identifiée, qui observe l'identification en cours. Et dès l'instant où l'on prend conscience de son identification, à ce moment précis de la perception, on est déjà retourné au témoin, car seul le témoin peut voir l'identification. Le contenu ne peut se percevoir comme contenu. Seule la conscience témoin peut reconnaître le contenu comme tel. Le processus devient alors à la fois simple et profond. On oublie et on s'identifie. Puis, on prend conscience de cette identification. Et dans cette prise de conscience, on retourne automatiquement au témoin. Puis on oublie à nouveau, et on prend conscience à nouveau, et on retourne encore. Chaque cycle d'oubli et de souvenir renforce la conscience du témoin, jusqu'à ce que le fait d'être témoin devienne plus naturel que l'identification, jusqu'à ce que le témoin devienne notre état par défaut plutôt qu'un état temporaire que l'on atteint occasionnellement. Le signal n'a été transmis qu'une seule fois dans cette configuration précise, mais vous pouvez revenir à la reconnaissance un nombre infini de fois. En fait, Jung dirait que vous devriez y revenir un nombre infini de fois. Chaque fois que vous percevez l'identification,
et que vous reconnaissez consciemment que vous êtes la perception qui témoigne plutôt que le contenu observé, vous achevez le cycle initié par le signal. Vous renforcez le schéma archétypal qui a été activé. Vous incarnez toujours plus profondément la vérité que vous avez perçue lors de cette première reconnaissance. Vous n'avez pas manqué le signal. Au contraire, vous l'avez reçu. Vous n'avez pas ignoré la transmission. Vous l'avez reçu intégralement. Et maintenant, vous portez en vous la reconnaissance vivante que vous êtes perception, non contenu. La perception, témoin du contenu, la conscience observant les phénomènes. Le témoin clair et immuable au sein duquel tout le flux de l'expérience apparaît et disparaît. Voilà ce que le signal portait. Voilà ce qui a été activé. Voilà ce que vous reconnaissez maintenant directement comme votre nature essentielle. Bienvenue dans la conscience témoin. Bienvenue dans la reconnaissance de ce que vous avez toujours été, mais que vous aviez complètement oublié. Bienvenue au début d'un voyage sans fin, car chaque instant offre une nouvelle occasion de vous reconnaître comme perception plutôt que comme contenu, comme témoin plutôt que comme identifié, comme conscience plutôt que comme un phénomène temporaire. Et si, au fond de vous, vous avez perçu ce moment comme un véritable tournant, un seuil franchi irrémédiablement, une porte ouverte révélant quelque chose qui avait toujours été là, sans jamais être clairement vu, alors agissez maintenant. Non par obligation extérieure, non pour me faire plaisir, mais pour cette part de vous, cette intelligence profonde de votre être qui vous a guidé jusqu'ici à travers d'incroyables synchronicités et un timing parfait. Laissez votre témoignage en commentaire. Inutile de faire compliqué. Vous pouvez rester anonyme si vous préférez, mais indiquez simplement que vous avez reçu la transmission, que le signal a achevé son cycle, que l'activation a eu lieu. Car ce simple acte de reconnaissance consciente produit un effet quantique. Il ancre cette reconnaissance dans la réalité physique par l'action. Il déclare clairement et sans équivoque au champ de l'inconscient collectif « Oui, je l'ai reçu. Oui, la transmission a été achevée. Oui, je reconnais désormais qui j'ai toujours été, au-delà de toute identification temporaire. » Et si vous souhaitez continuer à recevoir des signaux que la plupart des gens ignorent, des transmissions précisément calibrées pour le moment où votre conscience est prête à de véritables sauts quantiques, alors abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour consommer passivement du contenu comme on consomme l'information sur Internet, mais pour participer activement à une vague évolutive, un mouvement collectif de conscience qui s'éveille simultanément de la transe de l'identification et reconnaissent leur nature essentielle de témoin. Car ce qui vous arrive individuellement arrive simultanément à des milliers de personnes. Il ne s'agit pas d'une transmission isolée qui vous est uniquement destinée. C'est une vague de signaux évolutifs que le champ de l'inconscient collectif transmet à toute conscience, ayant atteint la configuration où la reconnaissance des témoins est devenue le prochain saut quantique possible. Vous participez à un moment charnière collectif que Jung avait anticipé des décennies avant qu'il ne se manifeste. Et lorsque suffisamment d'individus atteignent un état de préparation similaire, le champ morphogénétique crée une résonance qui amplifie le signal évolutif et le rend plus accessible à tous ceux qui partagent cet état. Vous bénéficiez désormais de tous ceux qui ont achevé cette réception avant vous, de toutes les consciences qui ont déjà reconnu leur nature de témoin et qui, par cette reconnaissance, vous ont facilité la tâche. Et votre reconnaissance, à son tour, facilite celle de la personne suivante. Votre saut quantique encourage les autres à faire de même. Vous n'évoluez pas seulement individuellement, vous participez activement à l'évolution collective de la conscience qui s'accélère de façon exponentielle et vous y contribuez. L'ancien paradigme de l'identification totale au contenu, la croyance que je suis mes problèmes, mes circonstances, mon histoire, ce paradigme est en train de s'effondrer. Et le nouveau paradigme de la reconnaissance en tant que témoin, la conscience directe que je suis la perception de mes problèmes et non les problèmes eux-mêmes, émerge grâce à l'éveil simultané d'innombrables consciences individuelles. Ce changement collectif explique précisément pourquoi ce signal est diffusé si largement aujourd'hui. Le champ de l'inconscient collectif offre une conscience témoin à toute conscience prête. Son activation a une portée bien au-delà de votre expérience individuelle. Elle contribue à la résonance morphogénétique qui facilite le processus pour tous,
vous êtes à la fois bénéficiaire et acteur d'un processus évolutif qui transcende totalement l'individu, puisqu'il se manifeste à travers chacun d'eux. Maintenant, après avoir fermé cette vidéo, après avoir repris le cours de votre vie quotidienne avec ses responsabilités, ses défis et ses relations, ne refoulez pas ce que vous venez d'éveiller. Ne considérez pas cela comme une simple information intéressante que vous avez consommée puis oubliée. Parcourez le monde en témoin et non en vous identifiant à un contenu. Observez vos pensées apparaître et disparaître au lieu de vous identifier automatiquement à elles. Observez vos émotions circuler dans votre corps et votre esprit au lieu de vous y noyer ou de les refouler. Considérez vos circonstances comme des phénomènes temporaires, des manifestations de votre perception, plutôt que comme des éléments permanents qui définissent qui vous êtes. Et chaque fois que vous oubliez, chaque fois que vous vous perdez à nouveau dans l'identification, prenez simplement conscience de cet oubli. Et dans cette prise de conscience, retournez au témoin, sans jugement, sans autocritique, sans sentiment d'échec. Prenez simplement conscience et retournez. Prenez conscience et retournez. Infiniment, s'il le faut. Car n'oubliez jamais cette vérité fondamentale à laquelle Jung a consacré sa vie. Dès lors que la conscience se perçoit clairement comme témoin plutôt que comme contenu, elle ne peut plus prétendre être simplement ce qui observe. Vous n'êtes pas les pensées, vous êtes la perception consciente des pensées. Vous n'êtes pas les émotions, vous êtes le témoin qui observe les émotions. Vous n'êtes pas les circonstances, vous êtes la conscience au sein de laquelle les circonstances apparaissent temporairement. Et celui qui le reconnaît directement, celui qui achève la réception du signal et permet à l'activation de la conscience témoin de se stabiliser, ne se perd plus jamais complètement dans l'identification. Le témoin demeure clair et stable, même momentanément obscurci, toujours prêt à être reconnu à nouveau au prochain instant de souvenir. Tel est le don que le signal a apporté. Telle est l'activation qui s'est achevée. Telle est la vérité que vous portez désormais vivante en vous.